Bien, alors, chers amis et camarades, merci de nous accueillir ici dans cette belle salle que nous connaissons déjà de longues années. Et bon, je vais essayer de parler un petit peu de théorie marxiste après Jean, ça ne sera pas facile, mais on va essayer quand même. Et je vais surtout tenter effectivement d'en parler d'un point de vue stratégique, parce que je crois que la question que nous nous posons tous n'est pas simplement, même si c'est important, qu'est-ce qui ne va pas au Parti communiste, à la CGT, ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que faire. Aujourd'hui, nous sommes en plein mouvement social, et il s'agit effectivement de savoir un petit peu comment dresser, comment brosser des pistes pour ne pas être à nouveau écrasé comme en 2003, comme en 2007, comme en 2010, et ainsi de suite, avec le grave risque qu'à force de défaite, eh bien, il n'y ait plus dans le paysage que le Front National. Donc, je voudrais commencer tout simplement ici, en tant que marxiste et même, allons-y, léniniste, si vous voulez, par tout simplement ce qui est quand même le fondamental des communistes, le principe majeur, c'est-à-dire quand même l'ancrage dans la classe ouvrière. Et je salue donc les camarades de Bosch. C'est très intéressant que ce matin nous ayons commencé par ça. C'est quand même le b.a.-ba de la théorie marxiste qui n'est pas en elle-même, mais qui est dans le prolétariat. Et donc effectivement ici, je combattrai pour commencer le révisionnisme qui consiste depuis bien des années maintenant, en profitant de certaines apparences, à nier l'existence de la classe ouvrière et son rôle dirigeant, ce qu'ont intégré complètement les dirigeants du PCF, puisque dès le 28e congrès, Robert Hue n'était pas encore secrétaire national, eh bien le mot classe ouvrière a été rayé des statuts du parti. Et déjà en 1976, c'était celui de dictature du prolétariat. Alors évidemment, on faisait porter l'accent sur la dictature, mais le prolétariat en prenait déjà pour son grade à l'époque, si l'on peut dire. Alors on va vous expliquer que les ouvriers, ça n'existe plus. Il faudra d'ailleurs aller expliquer ça aux ouvriers de Bosch, aux ouvriers de Goodyear, aux ouvriers d'Air France, parce que ce sont les ouvriers qui ont arraché la chemise, et ainsi de suite. Et bon, donc ils n'existent pas, mais bon, ils ont peut-être la faiblesse de dire, comme le premier Descartes venu, je pense, donc je suis, ou je lutte, donc je suis, et de se prouver à eux-mêmes qu'ils existent. Et puis, même tout simplement, si vous voulez, il faut ici regarder les choses un petit peu de plus près. D'abord, à l'échelle mondiale, la classe ouvrière, même la classe ouvrière au sens le plus réduit du mot, ne cesse d'augmenter. Et si les délocalisations ont lieu ici, c'est parce que les relocalisations ont lieu ailleurs. Que ce soit la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, et ainsi de suite. Donc il faut que nous, marxistes, nous pensions aussi à l'échelle mondiale. Et le prolétariat ne diminue pas à l'échelle mondiale, et la classe ouvrière non plus. Quant à la France, eh bien, le prolétariat ou la classe ouvrière, bon, je ne vais pas ici, étant donné le temps qui m'est imparti, faire de grandes distinctions philosophiques entre les deux, mais ce prolétariat, il existe d'abord, y compris dans les secteurs qui ont été les plus durement frappés, parce que les ouvriers mis au chômage, ils existent toujours, les ouvriers retraités, ils existent toujours, les jeunes en LEP ou ceux dans les quartiers qui sont fils d'ouvriers et d'ouvrières, ils existent toujours, et ainsi de suite, et c'est une insulte quotidienne pour eux que d'entendre que la classe ouvrière n'existe pas. Donc je crois quand même que c'est la première des choses, ici en tant que militant communiste, que d'affirmer l'existence de cette classe, et que d'affirmer aussi que, bien sûr, en même temps, elle prend des formes différentes. Au début du siècle, si vous voulez, je ferai une comparaison avec la physique, mais ne vous effrayez pas, elle ne sera pas très difficile. Au début du siècle, eh bien, donc Lénine a dû combattre des philosophes idéalistes qui prétendaient que la matière n'existait plus. Parce qu'effectivement, la matière, telle qu'on la connaissait au XIXe siècle, c'était pour l'essentiel la masse. Et à partir du début du siècle, eh bien, on a découvert des formes étranges de matière qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. L'électron, le champ magnétique, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on connaît des formes encore bien plus étranges, d'ailleurs, de la matière. Évidemment, bon, Lénine, qui n'était pas physicien de métier, mais qui avait les pieds sur terre et qui était marxiste, et qui était matérialiste surtout, a expliqué qu'en fait, la matière changeait de forme, mais que c'était toujours la matière. Il ne faut pas confondre les formes et le contenu, les formes et l'essence d'une chose. La classe ouvrière, aujourd'hui, elle peut prendre des formes très inattendues. Par exemple, les auto-entrepreneurs sont-ils des patrons ? Par exemple, les travailleurs Uber sont-ils des patrons? Ou simplement des gens qu'on a dégagés, en gros, du salariat habituel, des formes juridiques, tout simplement pour qu'ils ne touchent plus les remboursements de la Sécu, pour qu'ils ne soient plus comptés dans les caisses de retraite, et ainsi de suite. Et est-ce qu'on n'est pas encore plus près avec ces personnes-là, si vous voulez, de la définition très lapidaire que Marx donnait du prolétariat quand il disait que le prolétaire, c'est le travailleur qui est privé de tout, qui est délié de tout, sauf du besoin.
sauf du besoin, parce que, eh bien oui, tous ces gens-là, ils ont quand même toujours besoin de manger, ils ont besoin en définitive de vendre leur force de travail, même si c'est sous des formes totalement inattendues. Donc sachons voir la classe ouvrière, le prolétariat, là où ils sont. Et alors là, nous découvrirons qu'en fait, eh bien, l'exploitation capitaliste n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment, aussi brutale. Et que, par conséquent, si vous voulez, le rapport capital-travail reste tout à fait au centre de nos préoccupations stratégiques. Un parti communiste qui ne met pas au centre la contradiction de capital-travail n'est plus un parti communiste. Il faut bien le dire d'une manière directe, et c'est ce qui accuse le plus les dirigeants actuels du parti. Cela dit, bien entendu, il ne suffit pas qu'il y ait une classe ouvrière pour qu'il y ait une révolution ouvrière. Peut-être connaissez-vous la formule de Lénine qui dit pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Pourquoi notre classe? Parce qu'ici, je suppose qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en lien avec le mouvement ouvrier directement. Pourquoi notre classe ne connaît-elle, à l'échelle tout au moins du pays, que des défaites depuis des années et des années? Il faut se poser cette question. Est-ce que c'est parce qu'elle a perdu ses capacités objectives de faire la révolution? Alors, pour une part, elle a subi des coupes très sombres, effectivement, les mines, la sidérurgie, et ainsi de suite. Il ne faut pas nier tout ça. Il y a une stratégie de la part de la bourgeoisie française, depuis mai 68 surtout, depuis cette immense grève, de détruire effectivement le prolétariat en détruisant le produire en France, comme on a détruit les petits paysans aussi d'une façon très large. Ça existe. Mais surtout, ce qui a été perdu, c'est ce qu'on appelait auparavant, excusez si ça vous paraît vraiment, si vous voulez, archaïque, dinosaure et ainsi de suite, tous ces adjectifs dont on nous afflume généralement, c'est parce qu'on n'a plus de parti d'avant-garde. La classe ouvrière, elle ne peut pas jouer son rôle toute seule. Pour qu'elle joue son rôle, il lui faut effectivement son parti. Et quand je dis ça, je ne suis même pas dans les traces de Lénine. C'est simplement le manifeste du Parti communiste en 1848. Il faut que la classe ouvrière ait un parti à elle, un syndicat de classe et de masse à elle, indépendant non seulement de la bourgeoisie et du patronat, mais de la petite bourgeoisie, des bobos, si vous voulez, et de tous ces gens-là, dont d'ailleurs Jean a croqué le portrait tout à l'heure en montrant qu'en fait, ils étaient les maîtres, place du colonel Fabien, en réalité. Comment voulez-vous qu'une classe puisse mener son rôle dirigeant, puisse jouer son rôle dirigeant quand elle n'a pas d'état-major? Quand finalement elle se bat dans le désordre, quand les luttes se succèdent les unes aux autres et que pour finir, eh bien, elles sont les unes après les autres envoyées dans le décor. Voilà donc une réalité sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. Et par conséquent, si on veut vraiment travailler la question stratégiquement, comment reconstruire ce véritable outil qui nous fait défaut aujourd'hui? Et quand je dis cela, il y a ici, alors c'est un débat entre nous bien entendu, hein, il y a des camarades et je les respecte totalement, moi j'ai milité pendant 31 ans au PCF, donc je respecte tout à fait ce choix, qui pensent que c'est encore dans le parti que ça se passe, d'autres qui pensent que le parti, et c'est mon cas, est irréversiblement muté, mais en même temps je ne pense pas que cette question-là soit décisive, parce que c'est l'expérience qui tranchera. Ce n'est pas la théorie de l'un ou de l'autre qui tranchera. Il y a des camarades communistes dans le PCF, il y en a à l'extérieur du PCF. La vraie question, c'est comment peuvent-ils, par la lutte, par l'action commune, agir ensemble de telle façon qu'ils puissent dégager des perspectives. Agir ensemble sur le terrain, disons, des luttes sociales, sur le terrain des luttes idéologiques, par exemple, comme l'a dit Jean à l'instant, sur le terrain de la bataille contre la criminalisation du communisme. Parce que si, comme la direction du parti, on laisse dire tous les matins que l'Union soviétique n'a été qu'un vaste bagne, qu'un vaste goulag, et que par conséquent le communisme, historiquement parlant, n'a été qu'une entreprise criminelle, je vois mal comment on pourrait convaincre la jeunesse en particulier de nous suivre. Donc il y a une bataille idéologique ici, tout à fait centrale à mener, et déjà en solidarité avec les communistes ukrainiens dont on a interdit le parti, avec les communistes polonais qui sont en ce moment condamnés à des peines de travaux forcés pas très loin de Varsovie, et ainsi de suite. Toutes ces questions-là sont quand même extrêmement prégnantes par rapport à nous, et il faut que nous les traitions fondamentalement. Et puis surtout, c'est dans les luttes qu'on nous attend. C'est avec une perspective. Il ne faut pas attendre que la place du colonel Fabien telle qu'elle est actuellement, j'hésite à chaque fois en citant le colonel Fabien qui ne mérite pas ça, hein, en tant que tel. Mais enfin bon, il ne faut pas attendre que ces gens-là, ça s'agisse, qu'ils redeviennent révolutionnaires. Ils sont trop dépendants du PS, ils sont trop dépendants du parti de la gauche européenne, ils ont trop de fil à la patte, en un mot. Et il faut que nous soyons dedans ou dehors, nous portions une perspective. Et quelle est cette perspective? Contrairement à ce que disent effectivement les dirigeants de la place du colonel Fabien, où vous remarquerez que l'abandon du marxisme, du léninisme, de la classe ouvrière est allé de pair avec un ralliement successif à l'Europe,
eurocommunisme déjà dans les années 70-80, et puis ensuite effectivement ralliement à l'Union, à la construction européenne, à la fantaisie, au fantasme de l'Europe sociale, au fantasme de la réorientation progressiste de l'euro, et des choses de ce genre qui désarment, qui paralysent notre classe. Il faut que nous, au contraire, nous ayons sous les yeux une perspective de rupture. Et cette perspective de rupture, elle se joue aussi à ce niveau-là, en liant les aspects, comment dirais-je, sociaux, et je le dirais, parce que bon, c'est un mot qui ne devrait pas être tabou entre communistes, les aspects patriotiques au vrai sens du terme. On ne peut pas laisser détruire notre pays comme ils le détruisent en ce moment. Que ce soit au niveau, effectivement, des usines, que ce soit au niveau des services publics, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de l'EDF, que ce soit au niveau de la SNCF en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on détruit si on ajoute tout ça bout à bout, sinon la France que nous avons construite, et la France que chante Jean Ferrat dans la belle chanson que vous connaissez. Et donc, rappelons-nous ici cette perspective historique. Quand le PCF était le PCF, quand, en particulier avec Jacques Duclos en 1935 au meeting du Front Populaire, il a lié le drapeau rouge et le drapeau tricolore, la Marseillaise et l'Internationale. C'est là qu'il y a eu ce grand élan. C'est là qu'il y a eu effectivement la possibilité pour la classe ouvrière de porter non seulement effectivement le social, mais de porter la nation, de porter la République, et de les porter contre ceux qui les détruisaient, et qui étaient précisément les fascistes, les alliés d'Hitler. Aujourd'hui, ce ne sont pas les fascistes, ce ne sont pas les alliés d'Hitler, tout au moins pas sous les mêmes formes qu'avant, il faut toujours distinguer ici les formes et le contenu, mais c'est tout de même, finalement, cette construction euro-atlantique dont chaque pas en avant est une destruction à la fois de la classe ouvrière, de la paysannerie, du travail productif d'une façon générale, et de la nation républicaine en tant que telle, et même de la langue. Tout à l'heure, Jean évoquait l'anglais qui est devenu la langue mondiale. Bon, effectivement, qu'on puisse se servir de l'anglais pour discuter quand on est à l'étranger, etc. Mais en tout cas, vous voyez, regardez autour de vous, ici c'est méthodique, c'est systématique, c'est la volonté délibérée de détruire ici ce qui est tout de même l'ADN d'un pays, à savoir la langue qu'il parle. D'une manière ou d'une autre, en fait, nous sommes devant une entreprise de casse générale qui est à la fois une entreprise de casse des classes populaires et une entreprise, effectivement, de destruction de la nation. Et c'est pour cela qu'en fait, je crois qu'ici nous devons être léninistes. Le léninisme, pour moi, c'est pas simplement l'accrochage à une tradition, à la Révolution d'Octobre, à l'Union soviétique, et ainsi de suite, même si pour moi c'est très important. Mais c'est aussi l'idée toute simple du rôle dirigeant de la classe ouvrière dans le front qu'il faut construire pour abattre effectivement le capital et pour l'isoler. Et ce front, effectivement, tout à fait important, eh bien, il doit se construire avec non seulement les ouvriers, mais pourquoi pas les petits paysans, les artisans, toutes les victimes actuellement du capitalisme, ce qu'auparavant on appelait l'union des forces antimonopolistes. Le but de tout cela, ça reste bel et bien, d'une part, de sortir de cette Union européenne qui est un carcan, mais pas pour en sortir simplement, avec un programme. Et un programme déjà pour nous fédérer, nous avons du pain sur la planche, un programme inspiré du Conseil national de la résistance qui a apporté beaucoup de choses et qu'il faut bien sûr élargir aux problématiques contemporaines, aux problématiques modernes, y compris aux questions de l'écologie par exemple, puisqu'évidemment en 1943 on avait peut-être d'autres soucis en tête, mais en même temps effectivement sans perdre de vue qu'à notre époque, la rupture avec la domination capitaliste ne peut pas être autre chose que la rupture avec le capitalisme tout court, et que sortir de l'Union européenne créerait dans notre orbite, en quelque sorte, un tel affrontement de classes, en France, avec la taille qu'a la France au niveau économique mondial, que cela poserait la question du socialisme, non seulement dans notre pays, mais aussi des luttes et des affrontements de classes dans les pays voisins. Donc les deux choses, pour moi en tout cas, je ne les sépare pas. Je vais très vite, ici simplement, en évoquant une question qui est d'ordre international. Bien sûr, les luttes ne s'arrêtent pas aux frontières. Et effectivement, Jean évoquait tout à l'heure les abandons qui ont été multiples. Moi, je me souviens aussi de certaines phrases du secrétaire général de l'époque, et il y a eu bien pire depuis, qui disait que les notions de mouvement communiste international ou d'international communiste étaient obsolètes. C'était déjà un beau mot de l'époque. On ne pouvait pas plus se tromper. Comment pouvait-on se tromper davantage ? À l'époque où effectivement on allait vers la mondialisation, les choses n'ont pas commencé à partir des années 90, effectivement, comment aujourd'hui pourrait-on avoir une chose aussi absurde que les forces réactionnaires qui sont organisées à l'échelle européenne et mondiale, toutes sans exception, et finalement les communistes qui sont les seuls à se glorifier de camper soit dans leur village gaulois, soit à l'échelle purement du parti de la gauche européenne. Mais c'est ridicule. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est plus vrai que jamais à l'époque des transnationales. Je termine sur la question du socialisme. Il me semble qu'effectivement, donc cette visée du socialisme, il faut ici y réfléchir. On pourrait se dire que le socialisme, effectivement, a échoué, etc. Enfin bref,
Comme l'a dit très justement Jean tout à l'heure, il n'a pas échoué le socialisme, il a été défait, il a subi une défaite. Dans le cadre d'une lutte de classe, il faudrait analyser ici les conditions. Simplement, est-ce qu'il a échoué si, pour certains le disent comme ça, est-ce qu'il aurait échoué parce qu'il aurait été trop socialiste, trop communiste, trop dictature du prolétariat, trop planification, ou est-ce que ça ne serait pas un peu l'inverse par hasard? Est-ce qu'il y a eu trop ou est-ce qu'il n'y a eu pas assez de socialisme? Une simple phrase, qui est une phrase de Lénine, qui disait « Le socialisme est l'œuvre vivante des masses ». Est-ce que c'est pas plutôt de ce côté-là que ça a péché? Et ça ne signifie pas à ce moment-là qu'il faut revenir sur les principes, ça signifie tout au contraire qu'il faut leur donner toute leur extension dans la période qui viendra. Un dernier point maintenant, c'est la question que j'appelle celle de l'exterminisme. Il faut qu'on conçoive aujourd'hui que le communisme doit avoir une dimension plus universelle et plus humaine que jamais, en quelque sorte. Pourquoi? Eh bien parce que le capitalisme moderne est devenu tellement réactionnaire, il est devenu tellement fascisant, il est devenu tellement menaçant pour l'humanité que, comme le dit d'ailleurs Fidel Castro dans son dernier discours très émouvant à La Havane de ces jours-ci, si nous n'arrivons pas à déménager le capitalisme, c'est le capitalisme qui déménagera l'humanité. Et donc il y a dans la dimension, disons, du communisme tel que nous le voulons pour l'avenir, non pas une dimension tournée vers le passé, mais une dimension tournée non seulement vers l'avenir, je dirais même, mais vers le fait qu'il y ait un avenir. Car si effectivement dans le monde entier ne remonte pas le combat contre le capitalisme, le combat contre l'impérialisme, le combat pour que la classe ouvrière, à travers des partis communistes dignes de ce nom, joue son rôle dirigeant, il y a du souci à se faire, non seulement pour la nation, mais pour l'humanité elle-même. Voilà, donc d'une façon générale, à partir de là, bien entendu, il faut faire remonter, comme l'a d'ailleurs indiqué tout à l'heure Jean dans son propos, il faut faire remonter la bataille pour les idées, la bataille idéologique, la bataille pour l'hégémonie culturelle, comme aurait dit Gramsci, et au cœur de cette bataille, pour ma part, effectivement, en tant que philosophe, la bataille pour que, à nouveau, on prononce dans les facultés de philosophie le mot matérialisme dialectique. Voilà, j'arrêterai là-dessus.